Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité au sein du magazine En quête de sens. Aujourd'hui, si je vous parle, c'est que je suis libre. Et si vous m'écoutez, c'est que nous avons réussi à dessiner un cercle dans lequel circulent nos idées, nos pensées et nos paroles. Alors, nos démocraties ont bien sûr contribué à construire cet espace commun. Un espace commun qui s'élargit grâce aux médias et qui en devient presque une culture de masse. Cette culture de masse est-elle finalement émancipation des peuples ou alors uniformisation et mondialisation ? Pour répondre à cette question que se pose Michel Goede, j'ai le plaisir de le recevoir aujourd'hui. Bonjour Michel Goede. Bonjour. Alors vous êtes écrivain, mais vous êtes aussi praticien et théoricien des médias. Vous avez publié plusieurs essais sur la société de communication. Vous avez enseigné à Paris 8, à l'ULB, à différentes écoles supérieures. Et vous avez aussi fait pas mal d'essais sur, par exemple, on cite en vrac, un roman sur le terrorisme, l'histoire d'un stylo retrouvé sur un champ de bataille en 14-18, une sémiologie du hamburger et une grammaire du schtroumpf. Voilà. Vous êtes aussi très présent sur les réseaux sociaux et si vous êtes ici ce soir, c'est pour nous parler d'un livre, votre prochain livre, celui-ci. La révolution n'est pas finie. Pourquoi, Michel Goede, la révolution n'est-elle pas finie ? Parce que nous vivons toujours dans l'après-coup, si je puis dire, des grandes révolutions bourgeoises et démocratiques de la fin du XVIIIe, donc en Angleterre, en France et aux États-Unis. Et bien entendu, le grand soir ne s'arrête pas au grand soir. Après ça, il y a toute une mise en place, toute une évolution. La démocratie a rencontré beaucoup d'adversaires, elle a subi beaucoup d'évolutions et il a fallu qu'elle grandisse. Et donc au XIXe siècle, c'est la bourgeoisie elle-même, essentiellement, qui s'est emparée des instruments qu'elle avait créés, qui s'y habituait, qui les a fait fonctionner. Et le XXe siècle a été, de manière assez massive, l'extension de cette démocratie et donc de l'espace public à l'ensemble de la population, les classes populaires qui sont devenues très largement les classes moyennes d'aujourd'hui. De sorte qu'aujourd'hui, on peut dire que dans nos pays, la démocratie est à la portée de tout le monde et nous assistons en ce moment à une sorte de mondialisation de la démocratie puisque il n'y a jamais eu autant de démocratie dans le monde et que ce mouvement a l'air de s'amplifier, de continuer malgré tous les revers et les difficultés, bien entendu, que nous connaissons dans l'actualité. Démocratie, ça veut dire aussi liberté. Et alors, tout au début de votre livre, justement, vous dites que l'origine de la liberté humaine est dans la langue. Pourquoi est-elle dans la langue ? Parce que la langue nous permet de ne pas dire les choses comme elles sont. Je ne suis pas obligé de coller aux choses. Il y a une ouverture pour l'interprétation, il y a une ouverture pour l'imagination, il y a une ouverture pour la création verbale. Donc nous sommes capables d'inventer, d'imaginer, de créer des choses nouvelles, de les discuter ensemble et donc d'imaginer des avenirs possibles. Et donc le débat démocratique est possible. Ah oui, mais alors votre corollaire, c'est le mensonge. Si je ne dis pas la vérité, je peux aussi mentir. Alors vous dites que le mal, du coup, est inévitable. L'inévitable, conséquence de la liberté. Pas d'homme libre sans conflit. Voilà. Forcément, il y a la vérité et le mensonge, la bienveillance et la malveillance, la possibilité de faire le mal par le langage. Et donc, bien entendu, la société va être divisée. Il va y avoir une lutte du bien contre le mal et chacun nous aurons notre conception aussi du bien et du mal. Donc, il va y avoir un affrontement. La démocratie suppose la division et le conflit, pas de société harmonieuse. Page 21, vous dites même que la culture est carrément un champ de bataille. Ben on le voit bien, il suffit de regarder n'importe quel débat à la télévision pour voir qu'il y a de l'affrontement, le débat, c'est pas simplement une discussion sympathique d'amis qui discutent entre eux, et ça peut être passionné, ça peut être conflictuel. La société est divisée, il y a des options divergentes, on ne veut pas tous le même avenir. Du coup, c'est ça qui fait la beauté du monde, de nos démocraties, parce qu'évidemment, vous le rappelez aussi, vous prenez pour exemple Babel, la parole était unique, unifiée, l'être parlant vit dans un monde divisé, lui. Donc dès que la parole est unifiée, on en arrive à un état totalitaire. Vous avez pas mal de paragraphes sur la chose, lorsque l'état totalitaire muselait la parole et l'écrivain et les artistes. Voilà, ce qu'on voit, c'est que le mouvement général, depuis les démocraties du XVIIIe siècle, c'est un agrandissement de l'espace public. Il y a de plus en plus de gens qui y viennent. Et par contre, les dictatures, et a fortiori les dictatures totalitaires, ont tendance à rétrécir cet espace, à museler les interprétations, à limiter les possibilités individuelles de s'exprimer, à brimer l'imagination. Et donc, évidemment, dans cette perspective-là, il y a une voix unique.
Et c'est vrai que le mythe de Babel raconte ça. Il y avait une seule langue, les gens parlaient tous de la même façon, c'est la langue de bois généralisée. Pas étonnant alors que les derniers événements tragiques qu'on a vus à Paris, ce soient justement des endroits d'expression qui aient été visés, le Bataclan ou les terrasses, où en France on sait dans nos cultures que la liberté, ça s'installe aux terrasses, ça parle, c'est les gens entre eux qui vivent. Selon vous, ces États totalitaires essayent de museler ça aussi, cette façon de vivre? Absolument, il n'y a pas d'espace de la discussion, c'est ce qui se passait sous le nazisme, c'est ce qui se passait sous le communisme. Et effectivement, quand on regarde les mouvements islamistes du type Daesh, c'est la même chose. Une seule façon de lire les textes sacrés, une seule interprétation, un discours unique, pas de possibilité d'expression individuelle, pas d'expression artistique, parce que précisément, dans l'expression artistique, c'est le lieu de l'imagination et de l'invention. Donc tout ça va être limité au maximum et réprimé, alors là, en l'occurrence par l'attentat ou dans les pays... dans les régions qu'il domine, par la destruction des lieux historiques, des monuments, par l'interdiction de faire de la musique, etc. En parlant de musique, justement, il y a un chapitre assez sympa sur Václav Havel, qui, dans les années 60, s'était procuré un disque de Lou Reed, et qui, par la suite, avait raconté à Lou Reed, dites-nous cette histoire, que finalement, ce disque-là avait été... fabuleux pour la Révolution tchèque. C'est un disque du Velvet Underground, oui, de Lou Reed, que Havel avait ramené en Tchécoslovaquie. Ça avait suscité des groupes de rock qui avaient été réprimés par le régime. Donc la Charte 77, ce fameux mouvement qui a été un des fleurons de la lutte contre le communisme dans les pays d'Europe centrale, s'est créé pour défendre ces groupes de rock. Et il se fait que plusieurs années après, quand Havel est devenu président de la République tchèque, Lou Reed est allé lui rendre visite pour l'interviewer, donc ils ont échangé ça. Et quelques années après encore, Havel a été invité à la Maison-Blanche par Clinton, et il a fait faire un concert de Lou Reed dans la Maison-Blanche. Ils ont fait trembler les murs. Qui a fait trembler les murs, et avec les musiciens tchèques qui s'étaient inspirés. Donc tout le monde était réuni était devenu d'une certaine manière le modèle de l'autre. Génial. Et en fait, aujourd'hui, vous dites au chapitre 6, consacré au cercle des créateurs, que la démocratisation culturelle a permis à l'ensemble des citoyens non plus de lire, d'écouter de la musique ou de voir des films, mais d'y participer et de les faire. C'est ce que vous aussi, vous faites en quelque sorte avec une association qui s'appelle Les Arts Urbains, que vous avez créée en 76, dont vous êtes encore président. Que fait cette association? Alors, elle s'est occupée au départ des cultures populaires. Quelles étaient les expressions qui venaient du peuple? On a beaucoup travaillé sur la culture ouvrière du 19e siècle, et puis sur la culture de la résistance, par exemple, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et quand on s'est occupé de la culture de l'immigration et des quartiers populaires aujourd'hui, on s'est rendu compte que les jeunes de maintenant, on a commencé il y a une dizaine d'années déjà, à s'occuper de ça, avaient pris les codes du hip-hop américain et l'utilisaient pour exprimer leur vision de l'avenir, leur vision du présent, et s'exprimer donc par le rap, par le slam, par les peintures murales, etc. Et donc c'est une association qui popularise et travaille avec les jeunes des quartiers sur ces formes d'expression artistique, la danse, hip-hop, etc. Qu'on peut voir à Bruxelles et partout en Wallonie, concerts, oui, expos. Il y a des événements chaque année. À voir sur le site internet Les Arts urbains. Urbains. Je voulais justement aussi vous parler, connaissez-vous Semons des possibles? Racontez-moi. Alors voilà, c'est une action en fait, c'est la culture comme moteur d'émancipation et de résistance. Donc tout cela est organisé par le Centre d'action laïque, par le PAC, Présence et Action culturelle, et le CIEP, Centre d'information et d'éducation populaire. Des graines ont été distribuées dans les gares, à Mons, à Namur, mais aussi à Bruxelles. Et voilà, pendant quelques mois, quelques semaines, on va inciter les jeunes à agir contre le racisme, contre le totalitarisme et contre le patriarcat. Voilà, c'était à rappeler. Alors vous, voilà, oui, mais vous aussi, j'espère. Voilà, en quelques mots, Michel Goethe, votre livre, ce sont des questions qu'on va sans doute se reposer. Un dernier mot peut-être, la révolution, faut la faire continuellement? Oui, elle continue, et bien entendu, avec la mondialisation, il y a un mouvement très important qui est en train de naître. C'est l'expression des peuples qui avaient été colonisés, qui aujourd'hui s'expriment librement, de plus en plus librement dans l'espace mondial. Et nous sommes tous aujourd'hui
des amateurs et des consommateurs de culture mondiale. Voilà, un livre à se procurer, peut-être à mettre sous le sapin de la tolérance en cette fin d'année, sur le site notamment laïcite.be/e-shop/espace de liberté. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau débat, un nouveau lieu de rencontre de la laïcité. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.